La maison n'était pas verrouillée. Pourtant ces monstres déguisés en humains n'osaient pas y pénétrer. La femme ne pouvait que caresser la pierre protectrice, attendant l'aube dans l'obscurité. Car chaque soir venu, ces démons à peau humaine envahissaient la ville. Ils se nourrissaient d'entrailles humaines, jusqu'au lever du jour. Pour protéger les habitants, le shérif sonnait la cloche au crépuscule. Dès le premier son, les serveurs pressaient les clients de partir, puis verrouillaient le restaurant, vérifiant que les pierres magiques étaient bien placées. Même les enfants connaissaient cette règle, tant les nuits étaient terrifiantes. Une fois les rues vides, le shérif regagnait enfin le commissariat. Le compteur mural affichait 96 jours de survie. Mais cette nuit, cette paix allait voler en éclats. La femme et la fille de Frank l'attendaient anxieuses. Lui gisait ivre-mort au bar. Le patron, ne parvenant pas à le réveiller, tira les rideaux, résigné, verrouilla la porte, sans oublier de vérifier la pierre protectrice. Voyant la nuit tomber, l'épouse referma la porte, impuissante. La fillette regagnait sa chambre, quand des coups résonnèrent à la vitre. Une voix familière l'appelait par son nom. Malgré les avertissements répétés, sa grand-mère lui manquait trop, elle s'approcha. Quand la mère monta, après avoir tout verrouillé, sa fille avait déjà écarté les rideaux. Grand-mère se tenait dehors, morte, suppliant qu'on la laisse entrer, disant avoir froid et être seule. La mère paniqua, interdisant d'ouvrir. Mais la gentille petite céda et ouvrit la fenêtre. Au matin, Frank, dessoulé, rentra chez lui. Une foule s'était rassemblée devant sa porte. Le shérif le gifla, furieux, l'accusant de ne pas protéger sa famille. Il aurait dû clouer toutes les fenêtres. Le shérif le traîna dans la chambre. La scène était atroce. Frank s'effondra en pleurs. Mais les regrets arrivaient trop tard. Le shérif ordonna son arrestation et fit venir le prêtre. En partant, il remarqua la pierre tombée au sol. Sa colère ne venait pas seulement de la tragédie, mais de l'équilibre brisé. À chaque mort, de nouvelles victimes arrivaient ici. Leur défense s'écroulait. Et effectivement, le jour même des funérailles, un camping-car pénétra lentement dans cette ville maudite. À cause d'une erreur fatale qui a coûté la vie à sa femme et sa fille, l'homme va subir le châtiment le plus cruel de la ville. Une nuit enfermé dans une cabane de tôle. Et ce soir, c'est l'heure de l'exécution. L'homme prend une profonde inspiration et s'avance en tremblant vers cette cage de métal. Face à cet homme terrorisé, le shérif, bien qu'ému, verrouille quand même la porte. Tout ce qu'il peut faire, c'est serrer les verrous encore plus fort, puis prier en silence que l'homme survive jusqu'à l'aube. La nuit tombe, la foule se disperse peu à peu. Dans la cabane de tôle, l'homme se recroqueville dans un coin, tremblant. Il observe anxieusement l'extérieur par les fissures, espérant seulement tenir jusqu'au jour. Soudain, des pas sinistres résonnent dehors. Il recule, terrifié, alors que les monstres s'amassent à l'extérieur. Le désespoir l'anéantit complètement. Le lendemain matin, le shérif découvre l'homme défiguré, le cœur lourd. Après tant d'efforts, la loi de fer de la ville a fini par être brisée. Il charge l'homme dans sa voiture, prêt à l'envoyer rejoindre sa famille dans l'autre monde. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une fille soigne un chauffeur blessé. Elle lui donne doucement à boire. Le chauffeur décrit l'accident, assez agité, mais la fille le console, lui dit que ce n'est pas sa faute. Pourtant l'instant suivant, sans prévenir, elle plante violemment un tournevis dans son cou. Après son crime, la fille s'effondre. Elle dialogue avec une voix maléfique dans sa tête. Elle ne veut blesser personne, mais cette voix lui dit qu'en obéissant seulement, elle pourra fuir cette terre maudite. La voix résonne à nouveau, lui ordonnant de retirer l'arme. Malgré sa résistance intérieure, elle obéit mécaniquement, puis s'enfuit en panique. À ce moment, l'infirmière s'apprête à changer le pansement du chauffeur. Quand elle voit l'horreur sur le lit, elle se retourne et fuit, mais découvre deux monstres souriant dans l'embrasure. L'infirmière court désespérément, tandis que les monstres la poursuivent tranquillement, savourant visiblement ce jeu mortel du chat et de la souris. La voiture est clairement hors service. Pourtant le shérif noir n'ose pas sortir, car dehors, ce ne sont que des monstres déguisés en humains. Le seul espoir, c'est cette pierre mystérieuse qui peut repousser le mal. Il ne peut que prier de tenir jusqu'à l'aube. Soudain, des coups résonnent à la porte. Is everyone okay in there? Le shérif et le médecin savent que c'est un piège des monstres. Pourtant l'homme croit naïvement que les secours arrivent. Malgré leurs efforts pour l'arrêter, il veut ouvrir la portière. Heureusement le shérif réagit vite. Il le maîtrise directement et l'avertit d'une voix grave. Ces choses dehors ne sont pas humaines et elles ne viennent pas nous sauver. Si tu ne veux pas mourir, reste tranquille. Après avoir eu la promesse de l'homme, le shérif relâche enfin sa prise. Peu après, les trois unissent leurs forces pour retirer le pied de table qui transperce l'enfant, puis commencent à suturer d'urgence. Juste après avoir soigné la blessure, les coups reprennent. You really should have let us help you. Suivi d'un bruit de frappe. L'homme demande perplexe ce qui se passe. Le shérif révèle enfin la vérité. Chaque nuit, la ville est envahie par des monstres cannibales. Ils tuent tout ce qu'ils voient. Seules des portes fermées et une pierre protectrice peuvent empêcher ces démons d'entrer. L'homme réalise enfin l'étrangeté de cette ville. Perdu en terrain inconnu, il ne peut que croire temporairement le shérif. Mais il ignore que sa femme et sa fille parties avec l'équipe de secours sont en danger. Le véhicule de secours tombe soudain en panne. Elles doivent marcher jusqu'à l'abri. Mais la nuit est déjà profonde. Dehors grouillent des monstres assoiffés de sang. Quand elles atteignent enfin l'abri, les gens à l'intérieur
l'intérieur déclenche immédiatement l'alarme. Tous se mettent en état d'alerte. Peu importe leur coup, personne n'ouvre. Car la nuit est tombée. Impossible de distinguer humains et monstres dehors, sans savoir que le vrai monstre est déjà là. UN-Adolescent sah nur so den Julie. L'appelant même par son nom. Julie perd instantanément le regard, visiblement ensorcelée par le monstre. Heureusement, le shérif adjoint intervient à temps. Il tire directement sur l'adolescent. Pourtant, celui-ci reste indemne. Voyant qu'elles vont périr, Donna ordonne vite aux gardes d'ouvrir. Elles sont finalement sauvées. Mais dès l'entrée, mère et fille sont ligotées. C'est la procédure obligatoire pour tout nouveau, pour empêcher l'infiltration des monstres. Vite, mère et fille sont séparées. Donna rassure la femme. Tous ici sont des survivants arrivés par accident en ville. Elles ont de la chance, car certains arrivent en pleine nuit. Pas le temps de connaître les règles. Ils sont déchiquetés par ces terribles monstres. Mais la femme ne s'inquiète pas pour elle. Mais pour le père et le fils encore dans le camping-car. Pendant ce temps, les cris continuent dehors. Les monstres grimpent même sur le toit. Le shérif rassure tout le monde. Tant que la pierre est là, les monstres ne peuvent pas entrer. Tous doivent rester calmes, pour ne pas donner d'occasion aux monstres. Effectivement, le calme revient vite. Mais étrangement, en pleine nuit, l'homme se lève soudain. Il retire curieusement la pierre protectrice. Le médecin tente de l'arrêter, mais c'est trop tard. Un homme voyage en camping-car avec sa famille. Soudain, un énorme arbre bloque la route. Des corbeaux tournoient dans le ciel. Ce n'est pas bon signe. Le père, inquiet, décide de faire demi-tour, sans savoir que le cauchemar ne fait que commencer. Rapidement, il pénètre dans une ville silencieuse comme la mort. Le petit garçon remarque le premier quelque chose d'étrange. Tous les pneus des voitures sont crevés. Plus troublant encore, les habitants qui assistent à des funérailles se retournent tous ensemble pour fixer ce camping-car étranger. L'épouse a des frissons, mais le père prend son courage et descend demander son chemin. Personne ne répond à ses questions, jusqu'à ce qu'un shérif apparaisse. Apprenant qu'ils sont perdus, il leur indique une direction pour partir. Mais quelque chose d'étrange se produit. Peu importe comment l'homme conduit, ils ne peuvent jamais quitter cette ville, comme s'ils étaient piégés par une force invisible. Le shérif s'y attendait visiblement. Il refuse délibérément de révéler la vérité, car il faut d'abord qu'ils acceptent la réalité, pour survivre aux ténèbres qui approchent. Cependant, alors que le père tourne en rond anxieusement, le camping-car perd soudain le contrôle et bascule dans la forêt. Les 4 membres de la famille sont piégés à l'intérieur. Pendant ce temps, le shérif prépare encore des barrages, mais ne voit toujours pas la famille revenir. La nuit tombe bientôt. Il doit emmener ses hommes les chercher. En voyant la famille coincée dans le véhicule, il leur vient immédiatement en aide. Rapidement, les parents et la fille aînée s'en sortent. Mais le petit garçon a la jambe transpercée par une branche. Ses blessures sont graves. Il ne peut être soigné que sur place. La nuit tombe. Le shérif presse son collègue de ramener les 3 autres en ville. Mais la mère refuse d'abandonner son fils. Finalement, le père choisit de rester. Quand tous sont partis, le shérif regarde anxieusement la nuit qui approche. Il serre fort le talisman dans sa main. C'est leur seul espoir. Puis le shérif accroche la pierre au véhicule. L'homme est un peu perplexe, mais le shérif ne s'explique pas immédiatement. Il bouche toutes les ouvertures, s'apprêtant à révéler la terrible vérité. Le petit garçon commence à convulser. Puis, des hurlements glaçants résonnent alentour. Le shérif regarde par la fenêtre et découvre que les créatures se sont furtivement approchées. Avec de plus en plus de monstres qui s'assemblent. Même le shérif expérimenté a la chair de poule. Il semble que cette nuit décidera de leur vie ou de leur mort. Le petit garçon vient de sortir de la cave. Au loin, des aboiements résonnent. Il suit le bruit. Le village devant lui s'est transformé en enfer sur terre. Pourtant, UN-Garkong en blanc joue tranquillement avec une roue. Un sourire joyeux aux lèvres. Il fait signe à Victor. Victor répond amicalement. Mais soudain, le garçon en blanc disparaît. En un clin d'œil, Victor a les tempes grisonnantes. Pendant des années, il a toujours cru que ses souvenirs n'étaient qu'un cauchemar. Que ce garçon n'existait pas. Jusqu'à ce qu'Ethan, le nouveau venu, lui pose des questions sur le garçon. Have you seen the boy who lives out here? What? He's always walking around out here. And I never see him inside, so I figured he lived out here somewhere. En fait, Ethan avait vu le garçon lui faire signe depuis la fenêtre. Mais sa sœur ne voyait rien. Pour cette raison, il avait interrogé Victor, un habitant local. Quand Victor veut en savoir plus, la sœur d'Ethan appelle Ethan. Pour résoudre ses doutes persistants, Victor s'infiltre discrètement dans le restaurant, profitant de l'absence du père d'Ethan. Il sort un dessin et demande à Ethan: c'est bien le garçon en blanc que tu as vu? Après confirmation. Victor est enfin certain que ce garçon existe vraiment. Quand le père revient, il trouve Victor suspect. Alors il l'attrape par le col, lui ordonne de rester loin de son fils, puis le jette hors du restaurant. Mais Victor, qui ne renonce pas, retrouve Ethan, insiste pour l'emmener chercher le garçon en blanc, car il ne l'a pas vu depuis des années. Il veut savoir pourquoi il revient maintenant, mais Ethan ne veut pas y aller. Il dit que le garçon en blanc t'a choisi. Tu dois y aller. Puis ils partent tous les deux chercher le garçon en blanc dans la forêt. Ils cherchent longtemps dans les bois. Finalement, il revoit le garçon en blanc dans la forêt, mais il disparaît encore. Victor pense qu'il s'est caché dans le trou mystérieux de l'arbre, car personne ne sait où il mène. Victor ramasse une pierre, dessine un visage souriant
dessus, puis la jette dans le trou. Étrangement, la seconde suivante, la pierre tombe du ciel. Soudain, Victor entend encore des aboiements. Il a un mal de tête atroce. Une forte angoisse l'envahit. Alors il décide de retourner immédiatement au village avec Ethan. Pendant ce temps, les parents d'Ethan découvrent la disparition de leur fils, se précipitent dans la forêt pour le chercher, mais sont soudain encerclés par une meute de chiens sauvages. Au moment critique, un coup de feu les sauve. C'est Victor qui arrive à temps avec Ethan. De retour chez lui, Victor sort ses anciens dessins, puis il les cloue tous au mur. Il y a les chiens féroces, La Gakong en blanc, le trou mystérieux de l'arbre, et cette tragédie. En regardant ces dessins, Victor comprend enfin, quand le garçon en blanc, les chiens féroces et le trou mystérieux apparaissent successivement. Cela signifie qu'un nouveau massacre approche. Alors, il sort et commence à creuser une tombe. Ce geste terrifie tout le monde. Donna le rattrape et lui demande ce qu'il fait. Victor répond calmement. I was just trying to get a head start this time.